Lecture de la 10e conférence donnée par Rudolf Steiner à Munich le 3 juin 1907, extraite du cycle de conférences intitulé Théosophie du Rose-Croix, bibliographie GA 99. Le titre de cette conférence a été intitulé Évolution planétaire, partie 2. Nous avons parlé hier des différentes incarnations de notre planète, de l'ancien Saturne et de l'ancien Soleil, et nous avons vu que sur cette planète solaire, l'être humain avait un corps physique et un corps éthérique, qu'il s'était donc élevé à une sorte d'existence végétale. J'ai aussi insisté sur ce point que cette nature végétale était infiniment différente de ce que sont les végétaux sur notre Terre. Nous verrons encore que les plantes qui nous entourent aujourd'hui n'ont pu apparaître que sur notre planète terrestre. Nous avons aussi mentionné que nos ancêtres sur le Soleil, du fait d'avoir été dotés d'un corps éthérique, avaient, dans leur corporalité physique, développé plus spécialement les organes glandulaires, c'est-à-dire les organes qui règlent la croissance, la génération, l'alimentation, et que toutes ces formations apparaissent sur le Soleil, un peu comme sur notre Terre surgissent les collines, s'amassent les pierres ou croissent les plantes. En outre, il y avait un règne que nous pouvons décrire comme un vestige attardé du règne saturnien et qui se présente comme l'ancêtre du règne minéral ultérieur. Il ne s'agit donc nullement de minéraux, comme nous les connaissons aujourd'hui. Il ne saurait en être question sur la planète du Soleil, mais de substances corporelles qui n'avaient pas réussi à s'associer à un corps éthérique et qui, par là même, en étaient restées au stade minéral par lequel l'humanité était passée sur l'ancien Saturne. Nous distinguons donc deux règnes qui s'étaient formés sur le Soleil. On a pris l'habitude, dans la littérature théosophique, de prétendre que l'être humain avait passé successivement par les stades où règne minéral, végétal et animal. Comme vous le voyez, c'est là une manière inexacte de s'exprimer, car l'aspect du règne minéral sur Saturne différait grandement de ce que ce règne est devenu plus tard. Sa conformation, sur Saturne, préfigurait en germe ce que sont aujourd'hui nos organes sensoriels. De même, sur le Soleil, le règne végétal n'était pas semblable au nôtre. Mais ce que sont aujourd'hui nos organes glandulaires avait alors une nature végétale parce qu'imprégnée d'un corps éthérique. Nous devons nous représenter qu'ensuite cette planète solaire est passée par un état d'obscurcissement, par une sorte de sommeil latent, qui n'était nullement un anéantissement ou un état d'inertie, aussi peu que l'existence dans le dévachant pour l'âme humaine. La vie de l'âme dans le dévachant est loin d'être inactive. Nous avons vu qu'au contraire, l'être humain y est plongé dans une activité continuelle et qu'il y collabore utilement à l'évolution de notre Terre. Ce n'est que pour l'état de conscience actuel que cet obscurcissement apparaît comme une sorte de torpeur. Pour une conscience supérieure, il est en même temps beaucoup plus vivant et beaucoup plus actif. En fait, la planète y passe par des états infiniment spiritualisés, des états célestes de la plus grande importance pour son évolution. En théosophie, on appelle ce passage, entre guillemets, un pralaya. Imaginons donc que le Soleil, étant passé par le pralaya, s'est métamorphosé et qu'a pris naissance ce que dans l'occultisme on appelle le troisième stade de notre Terre, l'ancienne Lune. Si nous avions pu assister à cette métamorphose, nous aurions vu, au cours de millions d'années, l'ancien Soleil se transformer et peu à peu disparaître, et après une période crépusculaire qui, elle aussi, a duré des millions d'années, nous l'aurions vu renaître sous une forme différente. Ainsi a débuté le cycle lunaire. Dans les premiers temps de ce cycle, le Soleil et la Lune étaient encore unis et formaient un grand tout comme l'ancien Soleil. Il se produisit alors une sorte de répétition des états antérieurs de Saturne et du Soleil,
quoiqu'à un échelon évolutif déjà supérieur. Ensuite, survint un changement remarquable dans l'état de ce corps céleste réapparu. La Lune se détacha du Soleil. À la place de l'ancien Soleil, nous avons maintenant deux corps célestes d'inégale grandeur, deux planètes, ou plutôt une étoile fixe et une planète, un Soleil et une Lune. Le globe de cette ancienne Lune n'est pas seulement constitué des substances qui forment notre Lune actuelle, mais aussi des substances de notre Terre et des êtres qui la peuplent. Si vous amalgamiez Terre et Lunes actuelles, vous obtiendriez ce que nous appelons l'ancienne Lune, qui à ce moment se sépare du Soleil. Par voie de conséquence, le Soleil devint une étoile fixe, ayant extrait de la masse originelle les substances les plus pures et les entités les plus évoluées. Cela lui permit de s'élever à un degré supérieur. Alors qu'il n'était qu'une planète solaire, il avait encore tout cela dans sa propre masse, mais s'étant débarrassé de ce qui aurait fait obstacle au progrès de ces entités en projetant hors de lui une planète indépendante, il accède, si l'on peut dire, au rang d'étoile fixe. Nous avons donc devant nous le spectacle cosmique d'un corps céleste plus évolué, une étoile fixe et une planète inférieure qui gravite autour et qui est précisément l'ancienne Lune, c'est-à-dire Lune et Terre actuelles réunies. Le mouvement de l'ancienne Lune autour du Soleil était tout différent de celui de notre Terre actuelle. La Terre gravite autour du Soleil et deuxièmement, elle tourne sur son propre axe. Cette dernière rotation, qui se répète environ 365 fois par an, est la cause, comme vous le savez, de la succession des jours et des nuits. Quant à la gravitation autour du Soleil, elle provoque les 4 saisons. Il en était tout autrement sur l'ancienne Lune. En un certain sens, cette ancienne Lune était, à l'égard de son Soleil, un corps céleste, car sur son orbite, elle lui présentait toujours la même face et ne lui tournait jamais le dos. Ce qui fait qu'au cours d'une évolution autour du Soleil, elle ne tournait qu'une fois sur son axe. Un mouvement si particulier exerce une influence décisive sur les êtres qui peuplent la planète. Examinons maintenant la planète elle-même. Avant toute chose, je dois préciser que l'être humain lui-même avait de nouveau fait quelques progrès, et qu'à ses corps physiques et éthériques hérités de Saturne et de l'ancien Soleil, était venu s'agréger un corps astral. Nous sommes donc en présence d'un être constitué d'un corps physique, d'un corps éthérique et d'un corps astral, mais encore privé du je. C'est à la suite de cette évolution que l'être humain lunaire, entre guillemets, a pu développer ce troisième état de conscience antérieurement décrit, la conscience des images, dont nous trouvons les derniers vestiges dans les rêves de l'être humain d'aujourd'hui. Par cette adjonction d'un corps astral, les corps inférieurs, notamment le corps physique, se sont trouvés modifiés. Nous avons vu que, sur le Soleil, les organes physiques les plus évolués étaient ceux que nous appelons aujourd'hui les organes glandulaires, et, d'autre part, nous avons décrit ces radiations solaires qui, en se matérialisant, sont devenues notre plexus solaire. Par l'action du corps astral sur le corps physique sont apparus, sur la Lune, les premiers rudiments du système nerveux, notamment les rudiments des nerfs qui aujourd'hui se rattachent à la moelle épinière. Notez bien ceci. L'être humain n'avait pas encore de je indépendant. Seuls les 3 corps décrits plus haut étaient autonomes. Ce je humain baignait encore, comme le corps éthérique sur Saturne et le corps astral sur le Soleil, au sein de la substance divine répandue dans l'atmosphère lunaire, d'où il travaillait à son corps physique correspondant. Il était en quelque sorte le compagnon d'entités divines dont il ne s'était pas encore séparé,
Il n'était pas déchu du cosmos, de l'ordre primordial. Si nous considérons ces données, nous comprendrons que notre Terre offre à ce jeu des conditions d'existence à la fois meilleures et pires. Meilleures en ce sens que sur la Terre il est devenu autonome. Pire, puisqu'il se trouve exposé aux tentations du doute, de l'erreur et du mal. Les jeux humains travaillaient donc à partir d'une région spirituelle qu'ils n'avaient pas encore quittée. Lorsque de nos jours un jeu, habitant sur le plan astral, porte son effort sur le plan physique, nous avons affaire à une âme groupe du règne animal. De même que ces âmes groupes façonnent et dirigent les animaux de notre terre, les jeux, entre guillemets, humains, de l'ancienne lune façonnaient les 3 corps à la surface de l'ancienne planète, à cela près que les corps ainsi engendrés étaient plus parfaits que ne le sont les animaux actuels, du fait que les jeux y travaillaient de concert avec des entités spirituelles. Il y a eu, sur la Lune, des créatures qui, par leur aspect et leur nature, l'emportaient sur les primates les plus évolués de notre Terre, sans toutefois atteindre à la nature de l'être humain actuel. Ces êtres formaient un règne intermédiaire entre l'animal et l'être humain terrestre. En outre, nous distinguons 2 autres règnes, les 2 arriérés, l'un qui n'avait pas été à même de s'incorporer en corps astral, de sorte qu'il en était resté au degré d'évolution des organes glandulaires sur l'ancien Soleil. Le second règne occupait sur la Lune une situation intermédiaire entre les plantes et les animaux de notre Terre, se composait de créatures qui étaient en quelque sorte des bêtes de nature végétale, des animaux-plantes. Ce règne a disparu. Sur notre Terre, nous n'en trouvons que de rares vestiges. Un 3e règne lunaire, qui avait déjà sur le Soleil conservé un caractère saturnien, se situait entre les minéraux et les plantes. Nous distinguons donc les 3 règnes suivants: minéral-végétal, végétal-animal et animal-humain. Il n'y avait pas encore sur la Lune de minéraux dans le sens actuel du mot. Le sol que nous foulons, l'humus, la terre arable, les pierres n'existaient pas. Le règne inférieur, minéral-végétal, constituait toute la masse du globe lunaire. La surface de la planète ressemblait à une tourbière, à quelques terrains bourbeux où des débris de plantes formeraient une sorte de bouillie végétale. Les êtres humains qui peuplaient cette lune se mouvaient sur cette vase qu'on pourrait aussi bien comparer à de la laitue cuite. Il n'y avait bien entendu pas de rochers. Ce qu'il y avait de plus dense, de plus minéral, étaient certaines formations émergeant de cette masse et dont la consistance ligneuse rappelait l'écorce de certains arbres. Les montagnes lunaires n'étaient que des masses végétales en train de se lignifier, de durcir, de sécher. C'est ainsi que peu à peu se préparait le règne minéral. Les animaux-plantes dont nous avons parlé y poussaient. Ils ne pouvaient se mouvoir, enracinés au sol comme aujourd'hui les coraux. Dans nos mythes et légendes, dont la profonde sagesse a été inspirée par les entités, s'est conservé un souvenir de ces conditions de vie sur la Lune, notamment dans le mythe de la mort de Baldur. Ce dieu germanique, l'ancien dieu du soleil et de la lumière, avait eu un rêve qui lui prédisait une mort prochaine, ce qui attrista fort les autres dieux et les incita à rechercher un moyen de le sauver. La déesse mère Frigg exigea de tous les êtres terrestres le serment solennel de ne jamais s'attaquer à Baldur. Tous prêtèrent serment, de sorte qu'il paraissait impossible que le dieu mourût. Or, une fois que les dieux, le sachant invulnérable, se divertissaient à lancer sur Baldur toutes sortes de projectiles, Loki, l'adversaire des Ases, le dieu des ténèbres, s'avisa d'un stratagème. Il savait que tous les êtres vivants, ainsi que les substances inanimées, avaient juré de ne jamais tuer Baldur,
Mais il avait appris de Frigg l'existence d'une plante considérée comme négligeable et hors d'état de nuire, dont elle avait omis d'exiger le serment. Cette plante était le gui. L'astucieux Loki apporta donc un plan de gui au dieu aveugle Hödur, qui, sans savoir ce qu'il faisait, s'en fit une arme et tua Baldur. Ainsi s'accomplit la prédiction par le moyen du gui. Cette plante a toujours joué un rôle dans les traditions populaires, quelque chose d'inquiétant, de fantomatique semblait émaner d'elle. Ce que dans les anciens mystères des trottes et des druides on enseignait sur la nature du gui a passé dans la légende et dans les traditions populaires. Or, voici ce qu'il en est. Sur ce magma lunaire dont nous avons parlé poussaient des êtres hybrides, mi-plantes, mi-animaux. Certains évoluèrent au cours de l'incarnation terrestre, mais d'autres en restèrent au stade lunaire, et quand la Terre surgit, ils ne purent revêtir qu'une forme rudimentaire, adaptée aux conditions de vie sur la Lune. Ils devinrent ainsi des parasites d'autres végétaux, ne pouvant prospérer que sur un sol ligneux. C'est sur l'écorce d'autres arbres que le gui cherche à se greffer, étant un vestige dégénéré des animaux-plantes de l'ancienne Lune. Baldur était dans le mythe le représentant de ce qui progresse, de ce qui apporte la lumière au monde. Loki, au contraire, figurait les puissances des ténèbres. Étant lui-même demeuré à un stade inférieur, il haïssait tout ce qui évolue. Aussi était-il un adversaire de Baldur. Les êtres qui peuplaient notre terre n'étaient pas capables d'entreprendre quelque chose contre Baldur, messager de la lumière, car ayant évolué, ils étaient au même stade que Baldur. Seuls ceux qui étaient restés au degré lunaire et qui avaient partie liée avec l'ancien dieu des ténèbres pouvaient mettre à mort le dieu de la lumière. Du reste, le gui, comme la plupart des poisons, est un médicament spécifique pour certaines maladies. Ainsi, nous trouvons à la base des antiques légendes et des coutumes populaires une inconsciente sagesse cosmique. Rappelez-vous maintenant qu'il y eut sur l'ancien Saturne des entités dont le corps inférieur était le je, et sur le Soleil des êtres dont le corps inférieur était le corps astral. Sur la Lune, certaines entités avaient le corps éthérique à la base de leur organisme, de sorte qu'elles se composaient d'un corps éthérique, d'un corps astral, d'un je, d'un soi spirituel, d'un esprit de vie et de l'homme-esprit, auquel s'ajoutait un huitième corps situé au-delà du degré d'évolution de l'humanité actuelle, le Saint-Esprit. Huitième corps si l'on compte à partir du corps physique qui est à la base de l'organisme humain actuel. Ces êtres lunaires nous seraient apparus dans leur corps éthérique comme des formes spectrales. Sur la Lune, ils en étaient à leur stade d'évolution humain, c'est-à-dire au même stade que l'être humain actuel sur notre Terre. Ce sont les anges de l'ésotérisme chrétien. Ces entités qui se sont élevées jusqu'au stade du Saint-Esprit dépassent de nos jours les êtres humains d'un degré. Elles se rangent donc dans l'échelle d'évolution immédiatement au-dessus de nous. On les appelle aussi les esprits du crépuscule ou les pitrilunaires. Les esprits de la personnalité avaient sur l'ancien Saturne comme régent une entité qu'on appelle Dieu le Père. Les esprits du feu avaient sur le Soleil le Christ comme régent, ou le Logos, selon la terminologie de l'Évangile selon saint Jean. Sur l'ancienne Lune, le régent de ces esprits était cette entité que le christianisme a nommée le Saint-Esprit. Les êtres qui sur la Lune étaient passés par le stade humain n'ont pas eu besoin sur notre Terre de descendre jusque dans la matière et de revêtir un corps physique. La substance des globes planétaires successifs est devenue toujours plus dense. L'ancien Saturne, dans son stade le plus condensé, n'excédait pas, à peu de choses près, la densité de l'élément de la chaleur. L'ancien Soleil, celle de l'air ou du gaz sur notre Terre.
Et ces substances gazeuses, légèrement plus compactes que les nôtres, ont continué à se condenser et sont devenues, sur la Lune, cette masse semblable à une bouillie ou à une mousse effervescente qui formait le corps des êtres lunaires, y compris les plus évolués, les animaux hommes. Si vous imaginez la consistance d'un blanc d'œuf légèrement coagulé, vous aurez une image de cette substance. Et c'est dans des corps ainsi constitués que furent déposés les germes du système nerveux. Cette Lune était entourée d'une atmosphère entièrement différente de l'atmosphère terrestre. Nous pouvons nous en faire une idée si nous nous rappelons ce passage du Faust de Goethe où Faust, voulant conjurer les esprits, s'apprête à fabriquer de l'air igné, c'est-à-dire un air saturé de certains liquides à la façon d'un brouillard, ce qui donnerait à certains esprits la possibilité de s'y incarner. C'est cet air, qu'on appelle air igné ou brouillard igné, que les êtres respiraient sur l'ancienne Lune. Mais dépourvus de poumons, même les plus évolués ne pouvaient respirer qu'au moyen de branchies, un peu comme les poissons d'aujourd'hui. En fait, il y a moyen de produire cet air de feu, cet air igné que la tradition hébraïque appelle rouach. L'humanité actuelle en a perdu le secret, mais les anciens alchimistes connaissaient encore les conditions de sa fabrication et pouvaient par ce moyen asservir des esprits élémentaires. Plus nous reculons dans le temps, plus nous constatons que les êtres humains d'autrefois avaient encore la possibilité de le produire. Ce brouillard igné que nos ancêtres respiraient sur la Lune s'est transformé pour devenir d'une part l'air actuel et d'autre part donner lieu à toutes les manifestations terrestres dues à l'action de l'élément du feu. Une température élevée régnait dans cette atmosphère qui était saturée de vapeur et de fumée. En outre, à intervalles réguliers, elle était sillonnée de courants verticaux qui pendaient dans l'air comme des cordages emmêlés, dont les bouts inférieurs pénétraient dans les organismes humains. Ceux-ci donnaient l'impression d'y être suspendus, comme de nos jours, l'embryon humain se rattache par le cordon ombilical au corps de sa mère. On pourrait parler d'un cordon ombilical cosmique, par lequel l'atmosphère ignée déversait dans les corps certaines substances vitales, comparables à celles que l'être humain d'aujourd'hui produit en lui-même et qui composent son sang. Tout ce processus était comme une préfiguration de la circulation sanguine, sauf que sur la Lune, le jeu humain, encore hors de l'être humain, se servait de ces courants comme de canaux par lesquels des liquides comparables au sang descendaient dans les corps et en ressortaient en un circuit régulier. Nous avons de nos jours quelque chose d'approchant dans notre système respiratoire. Nous aspirons l'air et l'expirons de nouveau. C'était l'office des anges ou esprits du crépuscule de veiller au bon fonctionnement de ces pulsations. Les êtres lunaires, du reste, ne foulaient jamais le sol de la Lune, mais planaient au-dessus. Ils se propulsaient un peu à la manière de nos animaux aquatiques nageant dans l'eau. Ainsi, nous avons sur la Lune un embryon de système sanguin. En conséquence, s'éveilla dans ces êtres lunaires une faculté en connexion avec les pouvoirs du sang. Cette faculté permit la première expression sonore d'expériences intérieures. Pour la première fois, l'être humain put, au moyen de la voix, extérioriser ses sentiments. Les sensations de l'âme n'apparurent qu'au moment où le corps astral vint animer l'être humain, et ces sensations ont pu se traduire en sons, mais d'une façon, à vrai dire, étrange, car il ne s'agissait pas de sons sciemment contrôlés ou conscients. Par exemple, les êtres lunaires n'auraient pu clamer leur douleur et n'étaient pas libres, ni dans le choix du moment, ni dans le mode d'articulation de leurs cris. Celui-ci ne résonnait qu'à certains moments, en corrélation avec des expériences déterminées. Au cours de certaines saisons s'éveillait chez ces êtres ce qu'on pourrait, par analogie, appeler l'instinct de la reproduction. Et les émotions qui accompagnaient ce réveil, ils pouvaient les traduire en sons.
Mais c'était la seule occasion pour eux de se faire entendre, car à d'autres moments ils restaient muets, et cela dépendait de la saison et d'une certaine position de la Lune par rapport au Soleil. Mais alors l'ancienne Lune résonnait dans le cosmos du cri de ses habitants qui clamaient leur instinct à la face du monde. Dans le bramement du cerf, par exemple, nous trouvons aujourd'hui encore comme un souvenir de ces appels. Mais ces cris exprimaient un événement cosmique de nature toute générale, plutôt que des sensations personnelles exprimées spontanément. Toutes ces descriptions d'un lointain passé ne doivent s'entendre que dans un sens approximatif, comme approchant de la réalité, car le vocabulaire de nos langues actuelles ne s'adapte qu'à des sujets ou à des événements datant de notre époque terrestre. Nous devrions inventer une langue capable d'exprimer ce que perçoit l'œil du voyant. Malgré ces difficultés, il est de toute importance d'essayer de caractériser ces époques révolues, car ces descriptions sont la première étape sur le chemin de la vérité. Ce n'est qu'au moyen de l'image et de l'imagination que nous pouvons approcher de la réalité concrète. Toute spéculation abstraite, tout schéma pseudo-scientifique ne nous serait d'aucun secours. Évoquons des images, laissons-les surgir en nous, voilà la voie directe, le premier degré de la connaissance. Après tout, nous avons nous-mêmes, avec tout ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, fait partie de cette évolution. Nous avons assisté au déroulement de ces cycles, et si aujourd'hui nous essayons de nous les représenter, l'image que nous pouvons nous en faire nous ramènera comme un fil d'Ariane à identifier les états par lesquels nous sommes nous-mêmes passés. Après que tous les êtres eurent achevé leur évolution sur l'ancienne Lune, de façon à pouvoir accéder à des stades plus élevés, vint le moment où la Lune et Soleil s'agrégèrent à nouveau, ne formèrent plus qu'un seul corps cosmique et entrèrent ainsi dans un état latent qu'on appelle le pralaya. Après quoi les premières lueurs d'une vie nouvelle annoncèrent la genèse de notre incarnation terrestre. À un niveau plus élevé, celle-ci dut à nouveau parcourir rapidement les 3 premiers stades de l'évolution, d'abord l'état saturnien, puis le stade solaire. Au stade lunaire, la Lune s'isola de nouveau pour graviter autour du corps cosmique restant, mais cette Lune avait encore en elle toutes les substances constitutives de notre globe terrestre. C'est à ce moment que se passa un événement décisif. Notre Lune actuelle fut éjectée hors du globe commun, et avec elle furent rejetés les êtres les moins nobles et les substances les plus grossières que la Terre, pour progresser, ne pouvait conserver. Ces éléments constituent aujourd'hui la nature de notre satellite. En fait, les substances liquéfiées qui fermentaient sur l'ancienne Lune furent comme pétrifiées et glacées sur la Lune actuelle, ce qui peut être prouvé scientifiquement. Quant aux éléments susceptibles de développement, ils formèrent notre Terre. C'est parce que l'ancien Soleil s'est scindé, en formant 3 nouveaux corps cosmiques, Soleil, Lune et Terre, que notre Terre a pu évoluer à son tour. Cette séparation eut lieu il y a bien des millions d'années, à l'époque lémurienne. Les êtres hybrides qui peuplaient l'ancienne Lune et que nous avons appelés minéraux végétaux, animaux plantes et hommes animaux, ont pu peu à peu se transformer et engendrer les 3 règnes de la nature, ainsi que l'être humain actuel capable de prendre conscience de son je, alors que ce je, dans des cycles antérieurs, avait plané au-dessus de lui, uni à la divinité. Cette descente du je dans l'être humain eut lieu après que le Soleil, la Lune et la Terre se furent séparés. Depuis ce moment, l'être humain est devenu capable d'élaborer en lui le sang rouge de son système sanguin et de s'élever au stade de l'humanité actuelle.